On vous a menti, on vous a dit que pour être fort, vous deviez combattre vos pensées négatives, les écraser, les remplacer de force par des affirmations positives. On vous a vendu l'idée que votre esprit est un champ de bataille et que vous devez gagner la guerre contre vous-même, et c'est précisément cette idée qui vous maintient faible, épuisé et réactif. La vérité, c'est que la force véritable ne se trouve pas dans le combat mais dans l'accueil. C'est une vérité contre-intuitive, une clé que seuls quelques-uns saisissent et qui sépare les hommes qui subissent leur réalité de ceux qui la commandent. Dans la prochaine heure, je vais vous révéler la stratégie exacte utilisée par les esprits les plus clairs et les plus solides pour transformer leurs démons intérieurs en alliés silencieux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie supérieure. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires combien d'heures par semaine vous estimez perdre à lutter contre vos propres pensées. Soyez honnête. Le monde moderne est une machine à générer du bruit mental. Notifications, pression sociale, injonction à la performance, votre esprit est constamment bombardé. Face à cela, l'homme moyen adopte une stratégie de survie par défaut, la lutte. Il se lève le matin et le combat commence. Une pensée de doute, il la chasse, une vague d'anxiété, il essaie de la noyer dans la distraction, un souvenir douloureux, il construit un mur pour l'empêcher de remonter. Mais cette lutte est une illusion. C'est comme essayer de contenir l'océan avec ses mains. Chaque pensée que vous combattez gagne en puissance. Chaque émotion que vous supprimez se transforme en une bombe à retardement. Cette guerre intérieure vous coûte votre ressource la plus précieuse, votre énergie mentale. Elle vous rend incapable de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, construire votre projet, être présent pour vos proches. Prendre des décisions claires et rationnelles. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez des pensées négatives. Tous les hommes en ont. Vous êtes affaibli parce que vous utilisez une mauvaise stratégie pour y faire face. Bloc 1. La tyrannie de la positivité forcée. Le premier mythe que nous devons démanteler est celui de la pensée positive à tout prix. C'est une industrie de plusieurs milliards, mais c'est aussi un poison subtil. Tentez de vous convaincre que tout va bien, quand votre intuition vous hurle que quelque chose ne va pas est une forme d'auto-trahison. C'est comme repeindre une fissure sur un mur porteur. L'extérieur semble plus joli pendant un temps, mais la structure continue de s'affaiblir. Les pensées négatives ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Un signal de peur vous indique une menace potentielle à évaluer. Un signal de colère vous indique qu'une de vos valeurs a été violée. Un signal de tristesse vous indique que vous avez perdu quelque chose d'important. En les masquant sous une couche de positivité artificielle, vous ne faites que couper le système d'alarme de votre propre psyché. L'homme supérieur ne nie pas la réalité. Il l'observe, l'analyse et y répond avec stratégie. La première étape n'est donc pas de changer la pensée, mais de changer votre relation avec elle. Bloc 2. Le passage du combattant à l'observateur. Imaginez que vos pensées sont des voitures sur une autoroute. Le combattant, c'est l'homme qui se jette au milieu de la circulation pour essayer d'arrêter chaque voiture qu'il n'aime pas. C'est une mission suicidaire, chaotique et totalement inefficace. L'observateur stoïcien, lui, est assis calmement sur le bas-côté. Il regarde les voitures passer. Une voiture rouge rapide, la colère. Une vieille voiture bruyante, le doute. Un camion menaçant, l'anxiété. Il les voit, il les note, mais il ne s'identifie pas à elles. Il ne se jette pas sous leurs roues. Il comprend une vérité fondamentale. Il n'est pas les voitures, il est celui qui les observe. C'est le changement de paradigme le plus important que vous puissiez faire. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui perçoit ces pensées. Cette simple distinction est la source de tout pouvoir mental. Tant que vous croyez être vos pensées, vous serez leur esclave. Dès que vous devenez l'observateur, vous devenez le maître de votre espace intérieur. Bloc 3. La technique de l'étiquetage conscient. Comment passer de la théorie à la pratique? La première étape concrète pour accueillir une pensée est de l'étiqueter. Quand une pensée négative surgit, au lieu de la combattre ou de vous laisser emporter par elle, vous faites une pause et vous la nommez calmement, mentalement. Tiens, voilà une pensée de peur concernant mon travail. Ou je remarque l'apparition d'une pensée de jugement envers moi-même.
Ce processus simple a un effet neurologique puissant. Il active votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, et désactive l'amygdale, le centre de la peur et de la réaction émotionnelle. En nommant la pensée, vous créez une distance, vous la transformez d'une force écrasante qui vous possède en un simple objet mental que vous pouvez observer. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Le monstre que vous imaginiez se révèle n'être qu'une ombre. Pratiquez cela, ne jugez pas l'étiquette, contentez-vous de nommer pensée de doute, sensation d'anxiété, scénario catastrophique, c'est le premier acte de maîtrise. Bloc 4. L'accueil sans l'adhésion. Accueillir une pensée ne signifie pas être d'accord avec elle. C'est une nuance cruciale que 99% des gens ne comprennent pas. Vous pouvez inviter quelqu'un dans votre maison sans pour autant lui donner les clés, votre code de carte bancaire et le droit de redécorer votre salon. De la même manière, vous pouvez laisser une pensée entrer dans votre conscience sans lui donner le pouvoir de dicter vos actions ou votre état émotionnel. L'accueil est un acte de reconnaissance, pas de soumission. C'est dire « Je te vois, pensée d'échec. Tu as le droit d'exister dans mon esprit, mais je ne suis pas obligé de te croire. Je ne suis pas obligé d'agir selon tes suggestions. » Cette attitude désarme la pensée. Une pensée négative tire sa force de votre résistance ou de votre adhésion. Si vous ne lui donnez ni l'une ni l'autre, elle devient comme un feu sans oxygène. Elle est là, elle existe, mais elle n'a plus de pouvoir sur vous. Elle se consume d'elle-même. Bloc 5. La métaphore de l'invité non désiré. Imaginez qu'une pensée négative est un invité impoli qui sonne à votre porte. L'approche classique, c'est de barricader la porte, de crier à travers qu'il doit partir. Qu'est-ce qu'il se passe? L'invité crie plus fort, frappe la porte, essaie de passer par la fenêtre. Vous dépensez une énergie folle à le maintenir dehors et toute votre attention est focalisée sur lui. L'approche stoïcienne est différente. Vous ouvrez la porte, vous regardez l'invité et vous dites « Bonjour anxiété, je vois que tu es là, entre si tu veux, mais je suis occupé à construire quelque chose d'important, donc je ne pourrai pas te parler. Sers-toi de l'eau si tu veux. » Et vous retournez à votre travail. L'invité, privé de l'attention et du drame qu'il cherchait, va s'ennuyer. Il va peut-être rester un peu, mais n'ayant aucune prise, il finira par repartir de lui-même. C'est exactement comme ça que vous devez traiter vos pensées. Reconnaissez leur présence, puis redirigez votre attention vers vos actions, vos valeurs, votre mission. Bloc 6. Transformez le champ de bataille en laboratoire. Un homme qui lutte contre ses pensées voit son esprit comme un champ de bataille. Un homme supérieur le voit comme un laboratoire. Chaque pensée négative, chaque émotion difficile n'est plus un ennemi, mais une donnée, une information précieuse. Au lieu de vous demander « Comment puis-je me débarrasser de cette anxiété ?», vous commencez à vous poser des questions de scientifique. Qu'est-ce que cette anxiété essaie de me dire? Quel est le besoin non satisfait ou la valeur menacée qui se cache derrière elle? Cette simple inversion transforme tout. Vous passez d'une position de victime passive à une position d'enquêteur actif. La pensée de jalousie n'est plus une torture, c'est une information sur votre insécurité ou votre désir. La pensée de colère n'est plus un poison, c'est un indicateur qu'une de vos frontières a été franchie. Votre monde intérieur devient une source infinie de connaissance de soi, le carburant de votre croissance. Bloc 7. La distinction stoïcienne entre la douleur et la souffrance. C'est un des piliers de la pensée stoïcienne adaptée à notre époque. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. La douleur, c'est l'événement objectif. La pensée négative qui surgit, la critique que vous recevez, la perte que vous subissez. Ce sont des faits. La souffrance, c'est l'histoire que vous vous racontez à propos de cette douleur. C'est le jugement que vous y ajoutez. Cette pensée d'échec signifie que je suis un raté. Cette critique prouve que je ne vaux rien. Le combat contre la pensée, c'est une tentative vaine de supprimer la douleur. L'accueil stoïcien, c'est la décision consciente de ne pas ajouter de souffrance. C'est accepter la présence de la pensée, la douleur, sans construire une cathédrale de récits négatifs autour d'elle, la souffrance. Vous ressentez la piqûre de l'aiguille?
Mais vous ne vous roulez pas par terre en criant que vous allez mourir. Cette distinction vous rendra mentalement invincible. Bloc 8. La pratique de la visualisation négative. C'est une technique stoïcienne avancée qui peut sembler paradoxale. Elle consiste à accueillir non seulement les pensées négatives qui viennent à vous, mais à aller délibérément à leur rencontre. Une fois par jour, pendant 5 minutes, vous vous asseyez et vous imaginez le pire scénario. Vous perdez votre travail, votre projet échoue, la personne que vous aimez vous quitte. Vous ne le faites pas pour vous complaire dans la misère, mais dans un but stratégique. En vous exposant volontairement à ces pensées dans un environnement contrôlé, vous les vaccinez de leur pouvoir émotionnel. Vous vous rendez compte que même dans le pire des cas, vous trouveriez des solutions. Vous survivriez, vous vous adapteriez. Cette pratique, le Premeditatio Malorum, ne vous rend pas pessimiste, elle vous rend courageux, elle transforme la peur de l'inconnu en un problème à résoudre. Vous accueillez le monstre dans votre esprit pour qu'il n'ait plus de pouvoir sur vous dans le monde réel. Bloc 9. Le corps comme encre. Vos pensées sont abstraites, volatiles, insaisissables. Votre corps, lui, est concret. Il est toujours dans le présent. Quand vous êtes submergé par un flot de pensées négatives, la tentative de les raisonner est souvent vaine. C'est comme essayer d'argumenter avec une tempête. La stratégie la plus efficace est de revenir à votre ancre physique. Comment? En portant toute votre attention sur une sensation corporelle. La sensation de vos pieds sur le sol, la sensation de l'air qui entre et sort de vos narines, le contact de vos mains sur vos genoux. En faisant cela, vous ne chassez pas les pensées, vous changez simplement le focus de votre attention, vous retirez le carburant qui alimente le moteur de la rumination mentale. Les pensées peuvent continuer à crier en arrière-plan, mais vous n'êtes plus dans la voiture avec elles, vous êtes ancré dans la réalité physique du moment présent. C'est un refuge, une forteresse accessible à chaque instant. Bloc 10. La dichotomie du contrôle appliqué aux pensées. Épictète, un des grands stoïciens, a basé toute sa philosophie sur une idée simple mais révolutionnaire, faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Appliquons cela à vos pensées. L'apparition d'une pensée spontanée dans votre esprit ne dépend pas de vous. C'est un processus biochimique largement inconscient, influencé par votre passé, votre état de fatigue, votre environnement. Essayer de contrôler l'apparition des pensées est aussi futile que d'essayer de contrôler la météo. C'est une perte totale d'énergie. En revanche, ce qui dépend entièrement de vous, c'est l'assentiment que vous donnez à cette pensée, c'est votre réaction, c'est le jugement que vous portez sur elle, c'est l'action que vous décidez de prendre. Accueillir une pensée, c'est reconnaître qu'elle appartient à la catégorie des choses qui ne dépendent pas de vous. Et ensuite, c'est exercer votre pouvoir sur la seule chose qui vous appartient, votre réponse. Bloc 11. Le silence n'est pas le but. Beaucoup d'hommes se lancent dans le développement personnel avec un objectif erroné, atteindre un état de silence mental permanent, un esprit vide. C'est une quête vouée à l'échec, qui ne crée que de la frustration. L'esprit humain est une machine à produire des pensées, c'est sa fonction. Demander à votre esprit d'arrêter de penser, c'est comme demander à votre cœur d'arrêter de battre. Le but du stoïcisme moderne n'est pas le silence mais la liberté. La liberté, ce n'est pas l'absence de pensées négatives, c'est l'état dans lequel ces pensées n'ont plus le pouvoir de vous déstabiliser, de dicter vos humeurs ou de paralyser vos actions. Un maître stoïcien n'a pas un esprit silencieux, il a un esprit où les pensées, positives comme négatives, sont traitées comme de simples informations, pas comme des ordres. Il peut avoir une pensée de peur et agir avec courage. Il peut avoir une pensée de doute et avancer avec détermination. C'est ça, la véritable force mentale. Bloc 12. La pensée comme un nuage dans le ciel. C'est une autre métaphore puissante pour renforcer votre posture d'observateur. Imaginez que votre conscience, votre véritable soi, est le ciel. Vaste, immuable, toujours présent. Vos pensées et vos émotions sont les nuages. Parfois, il y a de gros nuages noirs et orageux, parfois des nuages blancs et légers. Parfois, le ciel est complètement dégagé. Mais quelle que soit la météo, le ciel lui-même n'est jamais affecté.
Il n'est pas endommagé par l'orage, il n'est pas détruit par la tempête. Les nuages passent à travers lui, mais ils ne sont pas lui. Vous êtes le ciel, vos pensées sont les nuages. Quand une pensée négative arrive, voyez-la simplement comme un nuage sombre qui traverse votre ciel intérieur. Ne vous battez pas avec, n'essayez pas de le dissiper. Observez sa forme, sa couleur, sa vitesse, et sachez qu'aussi menaçant qu'il puisse paraître, il finira par passer. Parce que vous êtes le ciel, et le ciel demeure. Bloc 13. L'action comme antidote ultime. L'accueil et l'observation sont des outils internes puissants, mais ils doivent être complétés par une force externe, l'action. La rumination mentale prospère dans l'inactivité. Quand vous êtes assis à ressasser vos pensées, vous leur donnez tout l'espace pour grandir et devenir monstrueuses. L'action est le grand interrupteur de ce cycle. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle action. Il s'agit d'une action alignée avec vos valeurs. Votre mission. Quand la pensée « je ne suis pas assez bon » surgit, au lieu de débattre avec elle, vous allez à la salle de sport, vous travaillez sur votre projet, vous lisez un livre pour acquérir une nouvelle compétence. L'action ne fait pas disparaître la pensée, mais elle la rend insignifiante. Vous prouvez à la pensée, par vos actes, qu'elle a tort. L'homme supérieur ne gagne pas le débat contre ses doutes. Il rend le débat inutile par ses actions. Votre attention est une ressource finie. Placez-la sur l'action, pas sur la conversation stérile avec votre propre esprit. Bloc 14. Créez un rituel d'observation. Pour que cette compétence devienne une seconde nature, elle doit être pratiquée délibérément. Tout comme vous entraînez vos muscles à la salle de sport, vous devez entraîner votre muscle de l'observation. Instituez un rituel quotidien, 5 ou 10 minutes chaque matin. Asseyez-vous dans le silence, fermez les yeux et donnez-vous une seule instruction. Observez ce qui se passe dans votre esprit sans rien changer. Remarquez les pensées qui surgissent, remarquez les sensations dans votre corps, remarquez les sons autour de vous. Ne jugez rien, n'analysez rien. Contentez-vous d'être le témoin silencieux. Au début, ce sera difficile, votre esprit sera un chaos. C'est normal, votre but n'est pas d'arrêter le chaos, votre but est de vous habituer à l'observer sans vous y perdre. Avec le temps, vous créerez un espace de calme au centre de la tempête. Cet espace est votre citadelle intérieure. Plus vous la visiterez, plus elle deviendra solide. Bloc 15. Le rôle de l'écriture. L'écriture est l'un des outils stoïciens les plus puissants pour objectiver les pensées. Une pensée qui tourne en boucle dans votre tête semble énorme, complexe, terrifiante. Mais lorsque vous la forcez à sortir de votre crâne et à se matérialiser sur une feuille de papier, elle perd une grande partie de son pouvoir. Elle devient concrète, finie, analysable. Prenez l'habitude de tenir un journal, pas un journal intime pour vous plaindre, mais un journal stratégique. Quand une pensée négative vous obsède, écrivez-la, décrivez-la en détail, puis en dessous, analysez-la froidement, comme un général étudiant une carte. Est-ce que cette pensée est basée sur des faits? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si elle était vraie? Comment pourrais-je y faire face? Cet exercice transfère le pouvoir de votre cerveau limbique émotionnel à votre cortex préfrontal, logique. Vous cessez d'être la victime de la pensée et vous devenez son analyste. Bloc 16. Comprendre que les pensées ne sont pas des ordres. C'est une réalisation simple mais qui change la vie. Vous avez des milliers de pensées chaque jour, des pensées étranges, des pensées violentes, des pensées stupides, des pensées géniales. Si vous deviez obéir à chacune d'entre elles, votre vie serait un chaos absolu. Une pensée n'est qu'une suggestion, c'est une proposition faite par une partie de votre cerveau. Vous avez le pouvoir à chaque instant d'accepter ou de rejeter cette proposition. Avoir la pensée « je devrais tout abandonner » n'est pas la même chose que d'abandonner. Avoir la pensée « je suis en colère, je devrais lui crier dessus » n'est pas la même chose que de crier. L'espace entre la pensée, la suggestion et l'action, votre décision, est l'endroit où réside toute votre liberté et votre pouvoir. En accueillant la pensée sans y obéir, vous élargissez cet espace. Vous passez du mode pilote automatique au mode commandement manuel. Vous devenez le PDG de votre propre esprit.
Bloc 17. L'humour et l'exagération comme outil de désarmement. Parfois, la meilleure façon d'accueillir une pensée négative est de se moquer d'elle. Quand votre esprit commence son disque rayé de scénarios catastrophiques, au lieu de le prendre au sérieux, exagérez-le jusqu'à l'absurde. La pensée « Si je rate cette présentation, ma carrière est finie ». Continuez le scénario. Oui, et ensuite je serai renvoyé, je perdrai ma maison, je devrai vivre dans un carton, les pigeons me voleront mon pain, et je finirai par être la star involontaire d'un documentaire sur l'échec total. En poussant la pensée à son extrême ridicule, vous exposez son manque de logique. Vous la désamorcez par l'humour. Cette technique vous permet de changer votre état émotionnel instantanément. Elle vous rappelle que, bien que votre cerveau soit un outil formidable, il est aussi capable de produire des drames dignes d'une mauvaise série télé. Ne soyez pas le spectateur captivé, soyez le critique amusé. Bloc 18. Le concept stoïcien d'apatheia modernisé. Le but ultime de cette pratique n'est pas de devenir un robot sans émotion. C'est une mauvaise interprétation du stoïcisme. Le but est d'atteindre un état que les Grecs appelaient apatheia. Cela ne signifie pas l'apathie, mais plutôt un état de tranquillité, une équanimité face aux événements. C'est la capacité de ressentir toute la gamme des émotions humaines, la joie, la tristesse, la colère, sans être gouverné par elles. C'est la force de ne pas être jeté en l'air par le succès, ni écrasé par l'échec. En accueillant vos pensées négatives sans les combattre, vous développez cette force. Vous apprenez que votre bien-être fondamental ne dépend pas du contenu de votre esprit à un instant T. Vous construisez un socle de stabilité intérieure qui ne peut être ébranlé par les tempêtes externes ou internes. C'est le fondement d'une puissance durable. Bloc 19. L'interconnexion entre la maîtrise de soi et la liberté. Chaque fois que vous réagissez impulsivement à une pensée, vous êtes un esclave. Vous êtes enchaîné au stimulus-réponse. La pensée de colère surgit, vous explosez. La pensée de désir apparaît, vous consommez. La pensée de peur arrive, vous fuyez, vous n'êtes pas libre, vous êtes une marionnette dont les ficelles sont tirées par des processus mentaux aléatoires. Chaque fois que vous choisissez d'accueillir une pensée, de l'observer et de décider consciemment de votre réponse, vous brisez une chaîne. Vous affirmez votre liberté. La maîtrise de soi n'est pas une restriction, c'est la condition sine qua non de la liberté véritable. C'est la capacité de choisir vos actions en fonction de vos valeurs les plus profondes, plutôt qu'en fonction des caprices de votre humeur ou de vos pensées passagères. C'est le plus grand pouvoir qu'un homme puisse posséder. Bloc 20. La décision de pratiquer. Rien de ce que j'ai dit n'aura le moindre impact si cela reste une simple information intellectuelle. La connaissance est inutile sans l'application. La différence entre l'homme qui reste bloqué et celui qui évolue n'est pas l'intelligence, c'est la discipline de la pratique. Vous n'allez pas maîtriser cela en une nuit. C'est un entraînement, comme pour le sport ou un instrument de musique. Il y aura des jours où vous serez emporté par vos pensées. C'est normal. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois avec la même intention. La décision que vous devez prendre aujourd'hui n'est pas d'être parfait, c'est de commencer à pratiquer, de choisir une fois par jour de passer du rôle de combattant à celui d'observateur. C'est ce petit changement, répété jour après jour, qui construira la forteresse imprenable de votre esprit. Le pouvoir est déjà en vous. Il attend juste que vous arrêtiez de vous battre pour commencer à le diriger. Nous arrivons au terme de cette stratégie. Le message central est simple, mais il va à l'encontre de tout ce que la société vous a enseigné. Votre pouvoir ne réside pas dans l'éradication de vos pensées, mais dans votre capacité à ne pas leur obéir. Il ne s'agit pas de vider votre esprit, mais de le maîtriser. En passant du combattant à l'observateur, vous ne gagnez pas une bataille, vous mettez fin à la guerre. Vous récupérez toute l'énergie que vous gaspilliez dans ce conflit interne stérile et vous pouvez enfin la diriger vers l'extérieur pour construire, créer et impacter le monde selon vos propres termes. Vous n'êtes plus l'esclave de votre esprit, vous êtes le maître de la citadelle. C'est cela, la force stoïcienne moderne. Merci d'avoir investi ce temps dans le renforcement de votre esprit. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, montrez-le avec un pouce levé.
et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines stratégies. Et pour ancrer cet enseignement, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est la pensée négative que vous allez cesser de combattre et commencer à observer dès aujourd'hui?